Peu avant l'expiration du cessez-le-feu de 15 jours en Iran, Donald Trump a annoncé mardi sa prolongation sans en préciser la durée. Le président américain a indiqué avoir pris cette décision à la demande du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et du chef de l'armée, le maréchal Asim Mounir, qui s'efforce d'organiser un deuxième cycle de pourparlers de paix à Islamabad. Initialement prévu lundi, ces pourparlers ont été compromis par le retrait de Téhéran, intervenu après le renforcement du blocus naval américain autour de ports iraniens et la saisie d'un cargo dimanche, des mesures considérées comme une violation du cessez-le-feu par l'Iran. La prolongation de la trêve a été saluée par la communauté internationale. It is very important that we give continuity to the process. This is a complex process. We have the nuclear aspect, which is, of course, extremely complex, and this is the one where I, as IEA, have been engaging with. But there are, of course, other important issues related to the Hormuz Passage, related to ballistic missiles, related to regional questions. So I think it's very important that an opportunity for peace is given. Téhéran, de son côté, n'a pas encore réagi officiellement à l'annonce de cette prolongation. Dans un message diffusé à la télévision d'État, les autorités iraniennes ont promis une réponse ferme en cas d'agression américaine ou israélienne. Dans le même temps, le détroit d'Ormuz reste fermé et en conséquence, les cours mondiaux des prix du pétrole continuent de grimper. Le Brent, référence internationale, s'échangeait mercredi à près de 99 $ le baril, une hausse d'environ 4 $ par rapport à la veille, les marchés anticipant une reprise des hostilités. Des affiches représentant des artistes emprisonnés, des militantes russes persécutées et des prisonnières politiques innocentes ont envahi la place Modac à Budapest. La plupart d'entre elles se sont juste contentées de critiquer le régime de Vladimir Poutine, en particulier son invasion de l'Ukraine. Dans certains cas, un simple message sur les réseaux sociaux, un graffiti ou un don de 30 € aux soldats ukrainiens a suffi pour qu'une voiture noire se présente à leur porte. Leurs histoires sont racontées à travers une exposition organisée par le mouvement russe féministe Anti-War Resistance et le Forum culturel autrichien. Az egyik legmegrázóbb eset talán a 12 éves Maria Moszkályová története, akit egy iskolai rajzpályázaton készített háborúellenes alkotása miatt szakítottak el az édesapjától és került állami gondozásba. Cette exposition sur les droits humains, Women's Against War, a déjà fait escale à Paris et à Vienne. À Budapest, elle reste ouverte jour et nuit jusqu'au 30 avril. L'ancienne première ministre finlandaise Sanna Marin estime que l'Europe est vulnérable sans l'Ukraine et demande que l'Union développe ses propres capacités militaires et renforce la dissuasion nucléaire européenne. S'adressant à Euronews mercredi, Sanna Marin a déclaré que l'Europe ne pouvait pas exclure une guerre avec la Russie et devait donc s'y préparer de manière adéquate. Russia is, as we speak, they are preparing themselves, they're modernizing their army and they're preparing themselves to much wider fight. So they're preparing for war with Europe? The rest of the continent? I wouldn't rule that out. And we also need to prepare. And for that, we need strong Ukraine, because Ukraine has the largest, most functional and modern army with modern warfare experience. Au sujet de l'OTAN, l'ancienne première ministre finlandaise estime que l'Alliance de défense est aujourd'hui une organisation différente de ce qu'elle était auparavant. Because of the changing relationship between US and Europe, it has already changed, and it is changing, and this is a fact that we cannot escape. And it means that we need to focus on our own game. We cannot anymore only rely on the US presence and US capabilities. We have to build our own. And now we are speaking European defense capabilities and European unity, European military forces. And I think this is extremely necessary discussion, and we should also discuss more about the European nuclear deterrence. This is a discussion that I see happening already, and the necessity to have it. Des dizaines de fêtards, DJ et amoureux de musique électronique se sont rassemblés à Marseille ce mardi pour une dernière rave, avant l'adoption définitive de la loi renforçant la pénalisation de la fête libre. Le texte prévoit jusqu'à 6 mois de prison et une amende de 30 000 € pour les organisateurs de rassemblements non déclarés ou interdits de plus de 250 personnes, ainsi que de lourdes sanctions financières pour les participants. Sacha, l'un des organisateurs de l'événement, se sent incompris par les législateurs.
Je pense que s'ils avaient été avec nous, peut-être qu'ils se feraient une autre idée de ce que c'est que cette scène et de ce que ça ouvre comme possibilité, que ce soit voilà, à un niveau communautaire, mais aussi créatif, juste au niveau de vivre en fait et de profiter de sa vie. Les élus estiment que ces rassemblements comprennent de nombreux risques en matière de sécurité publique et causent de lourds dommages environnementaux. Des organisations telles que Technopole, qui défendent la musique électronique, dénoncent, elles, une mesure liberticide et autoritaire. Le pape Léon XIV a dénoncé la colonisation des ressources minérales africaines et la soif de pouvoir en Guinée équatoriale. Le chef de l'Église catholique est arrivé mardi dans le pays pour la 4e et dernière étape de son voyage en Afrique. Dans ce pays majoritairement catholique, des foules en liesse se sont massées le long de la route menant de l'aéroport à la capitale administrative Malabo, acclamant le premier pape à se rendre sur place depuis Saint Jean-Paul II. Le pays d'Afrique de l'Ouest est dirigé par le président le plus ancien du continent, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, accusé de corruption généralisée et d'autoritarisme. Le pape Léon, qui est arrivé d'Angola, a rencontré Obiang au palais présidentiel, puis s'est adressé aux autorités gouvernementales, aux diplomates et aux représentants de la fonction publique. Soulignant que cette rencontre avait lieu à l'occasion du premier anniversaire de la mort du pape François, Léon XIV a cité le défunt souverain pontife pour dénoncer les inégalités de revenus qui, selon lui, ont été exacerbées par une économie mondiale axée sur la recherche du profit à tout prix. Au cœur de la capitale espagnole, la danse du lion de Macao fascine les passants. La région administrative spéciale chinoise met tout en œuvre pour séduire le public madrilène. Depuis quelques jours, la ville s'est transformée en une véritable vitrine pour Macao. Plus de 20 stands proposent des activités alliant technologie, culture, gastronomie et loisirs, allant de simulateurs de conduite aux expériences immersives en passant par des ateliers traditionnels. L'objectif, faire en sorte que les touristes espagnols potentiels se sentent comme chez eux grâce à l'histoire portugaise de Macao. Le territoire du sud de la Chine a été colonisé et administré par le pays ibérique jusqu'en 1999. They feel like home as well as they feel Chinese. They can try Chinese food as well as Western Portuguese food, which is quite similar to Spanish, and they feel a mixture of Chinese, Asians and European. Ce mélange de cultures, c'est ce qui définit cet ancien grand comptoir européen et qui attire des millions de visiteurs chaque année à Macao. For last year, we saw the statistics of increasing Spanish people coming to Macao to a double digit. L'initiative de Macao vise à promouvoir la destination auprès du public européen et ouvrir ainsi de nouveaux marchés. La plupart des touristes qui se rendent à Macao viennent actuellement de Chine. Durante unos días, Madrid ha sido una puerta abierta a Macao, una región de más de 750.000 habitantes dentro de tan solo 30 kilómetros cuadrados. Un lugar donde descubrir su cultura, su gastronomía y su mezcla de influencias sin salir de la ciudad. El evento termina, pero la apuesta de Macao continúa. Acercar el destino al viajero, antes incluso de que empiece el viaje. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews. Chaque année, Europa Nostra, la Fédération européenne du patrimoine culturel partenaire de la Commission européenne, récompense les initiatives les plus remarquables en matière de patrimoine culturel, de la conservation à la réutilisation adaptative, en passant par la recherche et la sensibilisation. L'édition 2026 a distingué une trentaine de projets issus de 18 pays. À Chypre, le programme de recherche Cypriot Fiddler a documenté les récits de vie de certains des derniers musiciens traditionnels chypriotes grecs et turcs encore en vie. Au Monténégro, l'initiative Pacienza a ravivé la tradition de la dentelle de Dobrota, un savoir-faire artisanal qui avait presque disparu. En France et en Belgique, le projet Gardens of Peace a créé des jardins publics contemporains le long de la ligne de front de la Première Guerre mondiale afin de préserver la mémoire du conflit. Et à Malte, le National Trust for Malta œuvre depuis 1965 à la protection du patrimoine de l'archipel. La cérémonie de remise de prix se tiendra à Chypre en mai prochain. Un nouveau patient arrive à l'hôpital. Un patient un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un animal sauvage, une très jeune renarde, retrouvée seule sans sa mère.
Donc là, on a un tout petit renard qui doit avoir 2 semaines, qui a été trouvé dans le jardin d'une dame. Prise en charge par les équipes de l'hôpital de la faune sauvage dans les locaux de l'école nationale vétérinaire, la jeune renarde est examinée. Elle n'est pas en hypothermie, elle n'est pas déshydratée, donc elle est relativement stable quand même. Et voilà. L'année dernière, plus de 10 400 animaux sauvages ont été accueillis ici, dont de nombreux mammifères européens comme des renards, des chevreuils ou encore des hérissons. Les animaux arrivent souvent jeunes, entre avril et septembre après leur naissance. Objectif des soigneurs, les préparer au retour à la vie sauvage. Une fois qu'ils auront atteint un poids qu'on estime convenable, ils seront transférés dans le centre de réhabilitation jusqu'à ce qu'ils soient vraiment assez grands pour passer dans un enclos de relâché progressif. Seules les espèces invasives ne sont pas relâchées. Entre 60 et 80% des animaux qui arrivent ici sont victimes des activités humaines, comme les collisions routières. Donc dans un sens, on a une responsabilité à aussi prendre en charge ces animaux qui se retrouvent ici dans la majorité des cas à cause de nous. Donc de leur offrir une seconde chance, un espace de soins. Géré par l'association Faune Alfort, créée il y a près de 40 ans, l'hôpital vétérinaire fonctionne principalement grâce aux dons et au travail des bénévoles.